Bienvenue pour votre Nour Info. Salam à tous. Voici les titres de cette actualité d'information. Clôture du séminaire de formation organisé à l'intention des encadreurs et enseignants de la langue arabe sous l'égide du Conseil supérieur des affaires islamiques du Gabon, représenté par la Direction nationale de l'enseignement privé islamique en partenariat avec l'ISESCO. Sur une note de satisfaction générale, nous dirons nos séminaristes maison Ahmed Ryan Zengi et Gérald Ifondi dans cette édition d'information. Et en sport, football, Guinée équatoriale en prévision à l'organisation de la Coupe d'Afrique des Nations de la discipline Orange 2015. Les autorités de ce pays décident de faire venir des médecins pour prévenir le virus Ebola. Voilà tout pour les titres. Mesdames et messieurs, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Merci d'être parmi nous. En ouverture de cette édition d'information, nous faisons un retour sur l'ambiance qui prévaut chaque vendredi dans différentes mosquées de la place. Vendredi, jour sacré pour la communauté musulmane, on ne le dira jamais assez. Comme dans toutes les mosquées, celle de Kembo, avec notamment son imam, qui a mis l'accent sur les éventuelles attaques menées vis-à-vis de cette religion. Ahmed Ryan Zengi nous édifie sur la question. L'exhortation des musulmans est la fierté d'appartenir à cette religion, en dépit de bon nombre d'attaques dont elles font l'objet par une certaine opinion de la société, ont été au cœur du sermon de l'officiant de la prière du vendredi à la mosquée de Nkembo. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي أنعم على البشرية بالإسلام وبه أنقذها من الهلكة وكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير وأشهد أن محمدًا عبد الله ورسوله louange à Allah qui par sa grâce a fait sortir l'humanité, qui par sa grâce a fait sortir l'humanité des ténèbres avec la lumière de l'islam. Par sa miséricorde, Allah nous a accordé cette religion magnifique. Des choses qui se disent contre l'islam, avec les choses qu'on accuse l'islam à tort, avec les actes de certains criminels, les actes de certains bandits qui enlèvent les gens sans cause, qui assassinent des innocents qui n'ont rien fait bighayri haq, sans droit, et que l'islam est accusé avec ces actes ignobles. Malgré tout ce qui s'est dit, le musulman est fier de sa religion. Le musulman se montre avec sa religion. Malgré tout cela, le musulman n'a pas cessé de porter les boubous pour faire savoir qu'il est fier, il est digne d'être un musulman. Souscrivant dans le même temps à l'invite de l'imam de la dite mosquée, les fidèles présents prennent ici l'engagement de mettre en musique les enseignements reçus au cours de ce prône. Mais effectivement, le Boko Haram n'a jamais prôné normalement. C'est-à-dire que le concept de Boko Haram n'est pas un concept de la religion musulmane. C'est tout simplement, on se cache parfois derrière la religion pour faire n'importe quoi et dire que c'est l'islam qui est derrière tout cela. L'islam n'a rien à voir avec la violence. Vous-même, vous voyez combien vous êtes entouré de musulmans. Vous n'avez jamais vu vraiment là des musulmans se comporter mal. C'est toujours des gens qui sont toujours ouverts. C'est toujours des gens qui aiment toujours vivre vraiment là en bonne intelligence avec les voisins, qu'ils soient musulmans ou pas. Ça, c'est ça la religion, c'est ça qu'on prône normalement dans la religion. Surtout sur l'importance de l'islam, la place qu'occupe l'islam, l'amour de l'islam, la tolérance. Parce que vu l'actualité de maintenant, l'islam est un peu stigmatisé partout. On raconte n'importe quoi sur l'islam. Tout compte fait, l'islam reste et restera une religion de paix et de tolérance, voulant dans le seul but permettre aux uns aux autres de vivre dans une harmonie sans pareille, et par ailleurs de reconnaître l'unicité d'Allah exalté soit-il dans sa seigneurie. Après un programme bien fourni durant 4 jours d'échanges à la faveur du séminaire des encadreurs et des enseignants en langue arabe,
La clôture de ce rendez-vous du donner et du recevoir vient de s'achever sur une note de fierté et de satisfaction générale. Retrouverons Ahmed Ryan Nzingi et Gérard Ifondi de notre rédaction. Ouvert en milieu de semaine, le stage de formation organisé en direction des encadreurs et enseignants de la langue arabe. Sous la coupole du Conseil supérieur des affaires islamiques du Gabon, représenté par la Direction nationale de l'enseignement privé islamique, en collaboration avec l'ICESCO, l'Organisation pour l'éducation, les sciences et la culture. Il a été question en clair de promouvoir l'enseignement de la langue arabe dans notre pays et d'interroger leurs pratiques pédagogiques et didactiques dans l'optique d'améliorer leur rendement. Monsieur le représentant de l'ICESCO, messieurs les experts, chers séminaristes, mesdames et messieurs, après 4 jours d'échanges, nous voici arrivés au terme des travaux du séminaire portant sur la formation des encadreurs pédagogiques et enseignants de langue arabe. Monsieur l'expert externe, je me fais ici le porte-parole du président du Conseil supérieur des affaires islamiques du Gabon pour vous adresser notre profonde gratitude pour votre savoir-faire et votre dévouement à la tâche. Je vous prie d'être notre interlocuteur auprès de l'institution que vous représentez afin que de telles activités puissent se pérenniser dans l'intérêt des apprenants gabonais et au-delà du rayonnement de la langue arabe sur la sphère internationale. Sur ce, je déclare clos les travaux du séminaire de formation au profit des encadreurs pédagogiques et des enseignants de la langue arabe aux non-arabophones. Je vous remercie. Takbir. Takbir. 4 jours ont largement suffi aux séminaristes de parfaire leurs connaissances dans cette discipline désormais prisée par une majorité du tiers-monde. Les représentants du Conseil supérieur des affaires islamiques du Gabon se sont prononcés, non sans féliciter l'engouement suscité auprès des personnels d'encadrement et des enseignants de la langue arabe. Des professeurs de la langue arabe a été passé dans 4 jours. Et on a essayé d'atteindre, alhamdoulilah, on a réussi à faire beaucoup d'objectifs pour cette formation. Et alhamdoulilah, tout le monde est satisfait de ce qui était passé. Je peux dire que la formation a été formidable et comment on dit, il y a de la succès, oui. Et aussi, Inch'Allah, j'espère comme représentant de l'ICESCO, j'espère qu'on va refaire cette formation dans les jours présents, Inch'Allah. Merci. Pour sa part, le directeur général adjoint de l'enseignement privé islamique, outre l'ambition et la réalité de mettre in fine l'élève au centre de l'activité pédagogique et didactique, s'en est félicité à son tour. Merci pour TV Nour. Nous sommes au terme de notre formation de langue arabe et des encadreurs pédagogiques aux enseignants de langue arabe de mettre en pratique toutes les notions d'apprentissage qu'ils ont pu assimiler pendant la formation. Prenant toutes les dispositions nécessaires, les participants ont sans nul doute saisi cette opportunité pour revoir et parfaire leur connaissance en la matière. Toutefois, il est souhaitable que ce type d'initiative se pérennise davantage. Le Conseil économique et social a prêté son cadre à la conférence débat sur l'Afrique au point tournant, besoin de leadership. Initiative de la Fédération de la paix universelle dans un continent meurtri par des cris multiformes. Ismaël Obianzé, reportage. Placé sous le patronage du Conseil économique et social du Gabon, ce rendez-vous des apôtres de la paix à l'échelle sous-régionale apporte une contribution à la résolution des crises qui secouent le continent. Ils sont tous convaincus que sans la paix, le développement des pays africains est hypothéqué dans ce monde globalisant. Nous avons des représentants qui sont nos leaders et pour cela, ils ont besoin d'une vision très très claire parce que c'est cette minorité qui guide. Lorsqu'elle a une bonne vision, alors à ce moment-là, l'Afrique va aller à la mondialisation avec une contribution, mais pas avec des béquilles. Donc nous sommes venus pour cette contribution pour que, si ce qu'ils ont déjà comme vision, eh bien, nous venons renforcer et apporter une contribution. C'est pour un rendez-vous avec la mondialisation. On a besoin d'un leadership
fort et qui comprend les enjeux d'aujourd'hui et que la paix devienne en fait une réalité sur notre continent africain. C'est donc bien la preuve que tout le monde est important. Acteurs de la société civile, décideurs et acteurs politiques sont invités à intégrer ce combat car tout le monde peut et doit servir cette noble cause. C'est un combat permanent. Vous voulez aller à l'école, il faut que vous soyez serein. Vous voulez manger, il faut que vous soyez serein. Ce n'est pas une étape qu'on franchit, après on oublie. Donc c'est quelque chose de maintenu en permanence. C'est pour cela qu'il est bon de rappeler régulièrement que c'est nécessaire. Certains disent qu'ils veulent la paix, pas la guerre, mais ce n'est pas une guerre qu'on ne peut pas. Tout ce que nous voulons, c'est redonner les blasons. Reste un non-dit, la question de l'opportunité de cette thématique dans un Gabon qui vit, dit-on, une paix intérieure. À l'analyse de l'approche du débat, les organisateurs de la conférence insistent, c'est même en temps de paix qu'il est bon de faire la promotion de la paix. Il ne passe plus un jour sans que l'on ne parle des personnes déficientes mentales qui écument nos villes. Franceville, capitale provinciale du Haut-Ogooué, n'échappe pas au triste constat. La population et autorités locales regardent impuissantes cette situation devenue fléau national. C'est un compte rendu d'Oufmane Bina et de Hadj Fafouni Issiak. La question de la déferlante des personnes déficientes mentales est aujourd'hui puisqu'hier au centre de plusieurs préoccupations à Franceville. En fait foi, ces malades mentaux qui écument les principales artères du chef-lieu du Haut-Ogooué. Vraisemblablement, cette situation n'inquiète pas grand monde dans la commune de Franceville. C'est un problème qui est national. Et je salue les autorités de ce pays, en tant que le chef d'État, qui a pris la disposition de construire un grand centre pour prendre en compte ces malades mentaux. La fois dernière et l'année dernière, comme je sors de l'équipe sortante là, on a fait évacuer plus de deux de nos fous ici qui étaient dangereux sur Libreville. Et curieusement, on trouve ces gars-là toujours dans les rues de Libreville. Donc c'est un problème national. Et j'espère qu'avec vous, la presse, nous agissez avec la volonté du chef de l'État qui a ordonné, demandé que ce centre soit construit et on pourra faire en sorte qu'on puisse ramasser tout cela et nous amener à Libreville. Puisque pour le moment, même à Libreville, il n'y a pas de lieu pour les garder. Le problème des personnes déficientes mentales à Franceville mérite d'être étudié afin de trouver des solutions idoines en vue de lutter efficacement contre ce fléau qui constitue, en n'en point douter, un véritable danger pour les populations de cette partie du pays. Rappelons que dans nombre des cas, ces personnes sont souvent abandonnées même par leurs familles respectives. Vivement que celles-ci sachent désormais jouer leur partition. Experts et chercheurs en géomatique ont exposé jeudi dernier dans l'amphithéâtre de l'École normale de sciences et techniques pour présentation de différents projets. Reportage. Chercheurs, enseignants, étudiants, mais aussi pouvoirs publics et acteurs privés ont également marqué leur présence au cours de cette rencontre technique avec des organes comme la GEOS et Géocom. Alors la GEOS, c'est l'agence gabonaise d'études et d'observation spatiale. Donc nous sommes spécialisés dans l'acquisition des données satellitaires, donc des images satellites, pour des applications publiques, et même privées d'ailleurs, tout ce qui est surveillance forestière, surveillance des villes, identification des pollutions, faire de la cartographie. Donc c'est un établissement public qui a des vocations très très larges dans l'évaluation également des politiques publiques. Et la présentation qu'on a faite était beaucoup plus spécifique aux images satellitaires à haute résolution parce que c'est le défi de l'avenir. Aujourd'hui, par exemple, si on prend l'exemple des villes, Libreville, par exemple, est en train d'évoluer à une vitesse incroyable. Et beaucoup d'images, parfois gratuites, qu'on retrouve, c'est des images qui sont utiles pour les zones forestières. Mais pour voir, par exemple, le cadastre, parce qu'il y a des problèmes aujourd'hui, des titres fonciers, des superpositions d'usage par rapport à l'habitat, il faut des images plus fines. C'est dans cette optique que le laboratoire des géomatiques de recherche appliquée et de conseil a pris forme. Créé en octobre 1994, aujourd'hui, elle compte plus de 12 membres, dont 13 enseignants-chercheurs. Nous offrons des formations en continu et des formations initiales au sein de ce même département de géographie, mais on fait aussi des consultations extérieures.
C'est-à-dire qu'on peut avoir des études, par exemple, sur l'affectation des terres, on peut conduire des recensements ou des enquêtes particulières pour certaines sociétés qui en ont besoin. Signalons que cette plateforme visait entre autres à cerner le rôle des géomaticiens au Gabon. Des projets d'aménagement du territoire sont en prévision. Le rendez-vous est donc pris pour l'année prochaine. Allons à présent avec ce fait divers qui vient de nous parvenir. Cet incendie qui s'est déclaré au quartier Akébé Frontière, dans le 3e arrondissement de Libreville, à Réunion-Centre, une maison d'habitation. Ici, plusieurs dégâts matériels sont déplorables et aucune perte en vie humaine. L'origine de cet incendie reste non élucidée. L'arrivée de la brigade des sapeurs-pompiers a pu tout de même circonscrire la dimension des flammes. Voici le témoignage de quelques victimes relatant les faits du drame. La dernière fois, l'incendie à la gare routière, j'avais intervenu en disant que si on essaie un peu de faire les bases des sapeurs-pompiers dans des grands carrefours, nous ne devions pas toujours enregistrer ce genre de dégâts. Mais que l'État fasse un peu quelque chose, tu vois, de concret, en posant un peu. Remarquez-vous que depuis qu'ils ont laissé les gendarmes et les policiers dans les carrefours, le banditisme a diminué un peu dans Libreville. Or, si on refait la même chose pour les sapeurs-pompiers, moi je crois que les choses vont vraiment changer parce que nous, dans le parc, ça c'est un dégât matériel. Donc, pour moi, ça me fait très mal. Quelles sont exactement les causes de cet accident, monsieur? Les causes, moi je suis de l'autre côté, j'ai aperçu c'est mal à fumer. Bon, puisque je suis au quartier, je suis obligé de mettre un peu, vous voyez comment je suis mouillé, et c'est un peu de faire quelque chose. Est-ce une bougie? Est-ce un court-circuit? Quelles sont les causes? Je ne suis pas bien placé pour vous répondre pour la cause. Merci, monsieur. Mais moi, je demande à l'État gabonais de faire quelque chose en posant toujours un peu les petites structures de base de sapeurs-pompiers en cas de quelque chose et viennent automatiquement. Sinon, ça ne serait pas tout brûler comme ça. Aucune perte en vie humaine? Non, non, non. Pas comment le feu a fait pour se retrouver dans la maison. On ne connaît pas là où le feu est sorti. Il n'y avait pas de marmite au feu, on ne sait pas. Il n'y avait rien? Il n'y avait rien au feu. On avait déjà terminé de préparer le puits. Il n'y avait rien, il n'y a pas eu de mort. Vous avez perdu quand même? Vous nous faire on a perdu tout, on a perdu nos papiers. Le grand-père qui gardait tous nos papiers, les papiers de nos enfants. Nos papiers nous-mêmes, celui qui gardait ça, il n'y a plus rien, on a tout perdu, tout. Captage étranger à présent, un an après le début des violences intercommunautaires, les soldats français de l'opération Sangaris procèdent à la destruction des engins explosifs récupérés. Aujourd'hui, la République centrafricaine est ruinée et déchirée. Reportage de l'AFP. Au matin du 5 décembre 2013, une explosion de haine embrasse Bangui. Des centaines de cadavres jonchent les rues. Quelques heures plus tard, l'opération militaire française Sangaris est lancée. L'ensemble de ces munitions provient de munitions collectées dans le cadre de l'application stricte des mesures de confiance. Dans ce cadre de l'application des mesures de confiance, depuis un an, eh bien, vous avez 300 000 munitions de petit calibre qui ont été récupérées de la sorte et détruites, plus de 6 000 grenades et 4 500 roquettes et obus qui sont détruites de la même manière que vous l'avez vu ici. Un an après, les massacres ont cessé en Centrafrique, mais le pays est ruiné et déchiré. La situation s'est aujourd'hui, à mon sens, considérablement améliorée en comparaison de celle que mon prédécesseur, le général Soriano, a trouvée lorsque l'opération a été lancée par le président de la République le 5 décembre 2013. L'intervention d'urgence de la France a ainsi permis de stopper les massacres et d'enrayer le désastre humanitaire qui s'annonçait. Il ne s'agit pas pour moi de vous dire que tout a été fait, car la situation demeure fragile et peut encore dégénérer localement, parfois sans préavis. Si on essaie de faire un état des lieux, un premier mot vient à la bouche, la normalisation est en marche. Dans la capitale, l'application des mesures de confiance a permis de restaurer un niveau de sécurité compatible avec la relance d'une vie économique. Vous avez vu des marchés où les écoles ont réouvert, vous avez vu le départ des lieux de culte, etc. Il favorise, selon moi encore, une reprise du dialogue intercommunautaire et l'implication des maires, des chefs d'arrondissement, des responsables de quartier
contribue directement à limiter l'action des groupes armés récalcitrants qui relèvent aujourd'hui plus du banditisme que de la lutte idéologique. Je ne sais pas s'il y a un contre-jour là. Nous avons développé avec le gouvernement centrafricain et les partenaires de la communauté internationale, du G8, le processus politique à partir du forum de Brazzaville qui doit aboutir au forum de Bangui. Et ce processus de politique comporte 3 volets, un volet élection, un volet justice et réconciliation et un volet gouvernance. Le marché automobile iranien délaissé par les constructeurs étrangers en raison des sanctions liées au dossier du nucléaire. Leurs ouvrent de nouveau ses portes, mais Téhéran entend désormais imposer ses conditions. L'AFP, une fois de plus, reportage. Conférence internationale de l'industrie automobile à Téhéran. C'est la 2e année qu'une telle rencontre se fait en Iran, un pays sous sanctions économiques à cause de son programme nucléaire. Les négociations diplomatiques sont en cours et pourraient mener vers une réouverture du pays. Les entreprises étrangères préparent déjà leur retour. Et PSA Peugeot Citroën est en ligne de front. Nous avons déjà eu des discussions intenses avec notre partenaire Iran Khodro. Et nous avons la volonté forte de créer une co-entreprise en Iran, couvrant toute la chaîne de l'industrie automobile et introduisant de nouveaux produits et de nouvelles technologies en Iran dès que possible. Le marché iranien est l'un des plus grands du Moyen-Orient avec 77 millions d'habitants. Il a été sévèrement touché depuis 2012 par un embargo bancaire européen et américain empêchant les transferts internationaux. La production de voitures a chuté de 50% entre 2011 et 2013. Mais Iran Khodro, leader du marché, est confiant sur l'avenir. La production actuelle se fait sans aide de partenaires étrangers. Après la réduction de ces 2 dernières années, la production reprend. Nous avons atteint nos vraies capacités. Notre objectif pour cette année est une production de 600 000 voitures de différents modèles. Iran Khodro est leader avec 54% des parts du marché grâce à une exclusivité accordée avec l'entreprise Saipa par le gouvernement. Une situation que dénonce la concurrence. Si les entreprises privées veulent concurrencer ces entreprises, elles doivent pouvoir pénétrer ce secteur. L'exclusivité du gouvernement devrait être divisée en différents segments. Nous pouvons le faire, nous avons les capacités de concurrencer Iran Khodro et Saipa. Tout dépend maintenant des négociations sur le nucléaire. L'objectif pour le gouvernement serait alors de produire 3 millions de voitures en 2020. Faisons le tour de l'actualité, juste en bref. Tête-à-tête surprise entre François Hollande et Vladimir Poutine. Arrivant du Kazakhstan, le chef de l'État français a fait un détour en Russie pour rencontrer l'homme fort du Kremlin. Il s'agit de la première visite à Moscou d'un dirigeant occidental depuis le début de la crise ukrainienne. L'Occident et la Russie doivent éviter d'être séparés par d'autres murs, a lancé le président français, alors que de nouvelles négociations de paix sont prévues mardi à Minsk. Le typhon Agupit a touché les Philippines. Il a commencé à frapper l'est de l'archipel, en proie à des vents terrifiants et des pluies intenses. Des millions de personnes ont été évacuées en urgence avant l'arrivée de la tempête, qui pourrait être la plus importante de l'année dans l'archipel, dévasté il y a 1 an par le super typhon Haiyan. Un otage américain et un otage sud-africain retenus par Al-Qaïda au Yémen ont été tués pendant une tentative de sauvetage. Cette opération militaire était menée par les États-Unis pour tenter de libérer Luke Summers, un photojournaliste américain kidnappé en 2013 dans la capitale yéménite, et Pierre Korky, un enseignant sud-africain. Barack Obama a dénoncé un meurtre barbare. Comme chaque année, une foule nombreuse est venue déambuler dans les rues de Lyon pour la traditionnelle fête des Lumières. Insolite, inédit et poésie sont les mots d'ordre de l'édition 2014 qui revisite pas moins de 75 sites de la capitale des Gaules. 2 à 3 millions de curieux sont attendus dans la ville jusqu'à lundi. En prélude à la Cannes 2015 et face à la menace de la pandémie d'Ebola qui a déjà fait près de 7000 victimes en Afrique de l'Ouest, les autorités de la Guinée équatoriale font appel aux docteurs cubains pour prévenir Ebola pendant la Cannes. L'AFP reportage.
Au lendemain du tirage au sort de la CAN 2015, le plus dur commence pour la Guinée équatoriale qui a un peu plus d'un mois pour se mettre en ordre de bataille. D'un point de vue sanitaire, les autorités expliquent ne pas craindre la menace d'Ebola qui a causé près de 7000 morts dans l'ouest du continent. La Guinée équatoriale est en train de prendre des dispositions pour que la prévention soit l'élément principal de notre combat. Puisque nous n'avons connu aucun cas d'Ebola dans le pays. Le président de la République a visité la Havane en septembre dernier. Eh bien, qu'on ne nous avait pas promis qu'on serait les hôtes de la Coupe d'Afrique des Nations ou la CAN, après avoir participé à la session annuelle des Nations Unies avec tous les pays de l'ONU, son Excellence est parti à Cuba. Et comme le thème d'Ebola faisait la une partout dans le monde, il a profité de son voyage à Cuba pour embaucher 15 médecins pour travailler dans le pays dans le cadre de la prévention du syndrome Ebola. Merci d'avoir suivi cette édition d'information et bonne suite de programmes sur Nord TV. Mesdames et messieurs, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.